Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo destinée aux internes de psychiatrie de première année et consacrée aujourd'hui aux idées reçues sur les conduites suicidaires. Alors j'ai aucun lien d'intérêt depuis 5 ans à ce jour qui pourrait influencer mon propos et mon enseignement. Alors pourquoi c'est intéressant et important de connaître ces idées reçues et aussi d'y réfléchir et de savoir pourquoi ce sont des idées reçues? C'est que, évidemment, votre représentation des conduites suicidaires et des personnes suicidaires et suicidantes va avoir un impact sur beaucoup de choses que vous allez faire. Par exemple, ça va avoir un impact majeur sur la qualité des interactions que vous allez avoir avec les personnes suicidaires et suicidantes, et également leur entourage. Il y a plusieurs études qui ont montré effectivement le contre-transfert très négatif que des personnes qui arrivent aux urgences, par exemple, avec des idées suicidaires ou après avoir fait une tentative de suicide, peuvent recevoir de la part des soignants des urgences. Alors en général un peu plus des personnes qui ne sont pas du milieu de la santé mentale, mais c'est aussi vrai de, de médecins ou d'infirmiers ou de soignants en santé mentale qui peuvent avoir une vision très très négative de ce que sont les gestes suicidaires. Et ça se ressent évidemment énormément dans les interactions que les soignants et soignés vont avoir. Votre représentation va influencer non seulement vos interactions, mais évidemment la qualité de l'évaluation du risque suicidaire que vous allez faire, qui repose très largement sur la recherche euh, active d'un lien thérapeutique solide, qui est souvent compliqué à faire au début. Si vous avez une représentation très négative des conduites suicidaires ou des personnes suicidaires, si vous avez l'impression par exemple qu'elles cherchent des bénéfices en faisant ça, qu'elles mobilisent des soins inutilement, eh bien votre évaluation du risque suicidaire va, parce qu'il n'y a pas d'empathie, parce qu'il n'y aura pas un lien très solide, va être de mauvaise qualité. De la même manière, votre représentation va influer sur l'énergie que vous allez mettre dans l'intervention de crise suicidaire qui vient après l'évaluation, et donc dans la prévention du suicide au niveau individuel, et évidemment aussi sur la qualité de cette intervention. Ça va aussi agir sur tout ce que vous allez mettre en place comme mesure de prévention du suicide là où vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez à l'hôpital, vous savez qu'il y a un fort taux de suicide à l'hôpital psychiatrique, et beaucoup de suicides peuvent être évités par des mesures générales de prévention dont nous parlerons plus tard. Eh bien, l'énergie que vous allez mettre à mettre en place ces mesures, bon, prennent du temps toujours, qui nécessitent de mobiliser des équipes, eh bien, dépendent aussi de votre représentation des conduites suicidaires et de leur importance. Vos choix de formation continue vont être également impactés par cette représentation. Et puis, si vous enseignez à des plus jeunes, eh bien, votre enseignement sera évidemment influencé toujours par vos représentations. Donc c'est important que vous ayez des représentations très claires de ce qu'est une personne qui passe une crise suicidaire, une personne qui vient de faire un geste suicidaire, et de ce que sont les conduites suicidaires. Et ces représentations, et c'est la bonne nouvelle, elles peuvent très vite changer avec une bonne formation. Alors j'espère que cette formation servira à faire tomber un certain nombre d'idées reçues si vous en avez. Alors on va passer en revue un certain nombre de ces idées reçues, il y en a beaucoup, on va voir les plus fréquentes. Et une chose qu'on entend, c'est que le suicide est un acte de courage. Alors c'est faux, c'est pas un acte de courage, c'est avant tout un acte de souffrance et de désespoir. Nous verrons ça lorsqu'on parlera de la crise suicidaire, mais au cœur de la crise suicidaire, il y a une souffrance insupportable provoquée par une situation donnée, par les caractéristiques propres du sujet, on verra ça plus largement, mais il y a cette souffrance intense qui amène la personne à penser que seul le suicide est la solution pour mettre fin à cette souffrance. Donc les gens ne cherchent pas la mort en soi,
Ils cherchent avant tout à mettre fin à leur souffrance très intense. Et donc le suicide, c'est la seule solution qui leur apparaît à ce moment-là pour régler ce problème. Donc c'est pas un jugement moral, il ne faut pas être courageux pour se suicider, il faut être totalement désespéré. L'être humain, naturellement, son mode par défaut, c'est de survivre. Et on a des exemples tous les jours dans le monde de gens qui survivent dans des conditions terribles et qui ne se suicident pas. Donc les gens qui se suicident sont des gens qui sont arrivés à un moment où ils ont le sentiment qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est insupportable de continuer à vivre avec cette souffrance. Ils sont totalement désespérés de trouver une solution et une aide, même si c'est une perspective très subjective, peu importe. L'important, c'est que eux aient le sentiment à ce moment-là qu'il n'y a pas de solution possible à leur problème et qu'il n'y a pas d'aide possible. Donc le suicide n'est pas un acte de courage. De la même manière, le suicide n'est pas un acte de lâcheté. Là aussi, c'est un jugement totalement moral qu'on peut avoir. On peut dire, bah, finalement, il a essayé, il a fui ses problèmes. En fait, non, il a essayé de fuir sa souffrance. Et on ne peut pas reprocher à une personne de vouloir fuir la souffrance. Parce qu'encore une fois, notre mode par défaut, c'est de fuir cette souffrance. C'est d'arrêter la souffrance. Et la personne qui est en crise suicidaire a de plus en plus le sentiment que le seul moyen de fuir cette souffrance et de mettre fin à cette souffrance, c'est le suicide. Alors, une idée reçue là aussi très répandue, c'est que le suicide est un acte de liberté. Je choisis le jour et l'heure et le moyen de ma mort. Ça a été défendu par plusieurs courants de philosophie, ceci dit, pas forcément les philosophes qui se sont suicidés, comme quoi une réflexion comme ça détachée de la réalité et, un peu hors sol ne fonctionne pas toujours. La réalité, c'est que, et on en parlera aussi largement, le suicide survient, comme on l'a dit, dans cet état intense de souffrance et donc aussi de perturbations cognitives majeures. On va rechercher finalement la récompense immédiate qui est la fin de la souffrance, alors même que évidemment il y a un risque très très important de conséquences létales, de fin de vie. Le suicide vient aussi très souvent dans le cadre d'une pathologie mentale. Et la pathologie mentale la plus fréquente, c'est la dépression. Et lorsqu'on est en dépression, on n'est pas dans un état de liberté psychique. En réalité, on a une perturbation majeure de la manière dont on voit le monde, de la manière dont on se perçoit soi-même et on perçoit les autres et aussi son avenir et son passé. Tout est perturbé. Euh, et donc on ne peut pas dire que les personnes à ce moment-là soient dans un état psychique euh, compatible avec la liberté finalement. Euh, Puis la liberté, c'est finalement euh, avoir le choix. Or, quand on est très déprimé, quand on est très suicidaire, et puis on l'a beaucoup montré, on verra ça plus tard lorsqu'on parlera de la prise de décision, la personne qui parle, qui passe à l'acte suicidaire, eh bien, cette personne a souvent le sentiment qu'elle n'a plus le choix. Donc ses options se sont fortement réduites. Donc elle est dans une condition qui n'est pas du tout compatible avec l'idée de liberté. Vous n'êtes pas libre si vous n'avez qu'une seule possibilité. Et donc considérer que le suicide est un acte de liberté, selon ce qu'on sait de la personne en état de crise suicidaire qui passe à l'acte, elle n'est pas du tout en état de liberté. C'est sa souffrance qui l'amène, qui dirige sa vie et qui dirige ses choix. Et ces choix sont réduits à un seul choix. Donc c'est plus un choix, c'est une seule option, quoi. Et donc ça s'oppose totalement à cette idée que le suicide serait un acte de liberté. Les gens ne se suicident pas quand ils vont bien. Encore une fois, le mode par défaut pour les êtres humains, c'est de vivre. Et parfois même de survivre.
Alors, les personnes qui veulent se suicider ne donnent jamais d'indication sur leur intention à leur entourage avant de le faire. Alors, c'est faux. C'est faux, même si évidemment c'est assez complexe. Beaucoup de gens, en fait, vont évoquer leurs idées suicidaires. Malheureusement, pas forcément à la bonne personne ou à la personne qui était dans les bonnes conditions pour l'entendre. Euh, Beaucoup de personnes suicidaires peuvent parler de suicide et puis vont avoir comme réponse: allez, ça va passer, t'inquiète pas. Ou qu'est-ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi, ou tu es totalement folle ou fou. Donc c'est des choses qu'appréhendent les personnes suicidaires, évidemment, elles appréhendent d'entendre cela. Et puis, objectivement, dans la réalité, ça arrive régulièrement. Euh, donc oui, il y a des personnes qui vont parler d'idées suicidaires et qui ne seront pas entendues ou elles n'auront pas la bonne réponse et qui passeront à l'acte. Alors heureusement, il y a aussi des personnes qui seront entendues très souvent et des soins pourront être mis en place. Alors ensuite, vous avez des personnes qui vont laisser des messages, mais pas aussi clairs que j'ai des idées suicidaires, mais qui vont par exemple beaucoup parler de la mort, ou de leur mort, ou qui vont parler de faire un testament. Alors, c'est pas un problème de faire un testament, c'est probablement souvent une bonne idée pour éviter les ennuis pour les héritiers, mais, parler de manière très très active euh, d'un d'un testament ou de sa mort ou de mettre en place des choses, ça peut être effectivement, dans un contexte par exemple de dépression, très très inquiétant. Vous avez aussi des gens qui vont manifester par leur comportement euh, finalement une grande souffrance sous-jacente. Euh, donc ces comportements, ça peut être de s'isoler socialement, ça peut être d'être agressif, irritable, éventuellement violent, euh, contre soi-même ou contre les autres ou contre les objets. Ça peut être d'être très agité, très anxieux, ou au contraire extrêmement ralenti, ce qui n'est pas beaucoup plus rassurant. Donc vous avez des signaux parfois qui ne sont pas très très clairs, mais qui suggèrent cette souffrance. Donc tout changement de comportement par rapport à un comportement habituel doit questionner. Alors, c'est souvent plus facile effectivement de repérer ces signaux, malheureusement, une fois que le suicide ou la tentative de suicide a eu lieu. Il est facile et très très aisé de passer à côté de ces petits signaux. Schneidman, qui est le père de la suicidologie moderne, dans son livre, raconte l'histoire d'Ariel, qui avait décidé de se suicider et qui ramène à une heure tardive de la nuit, je crois une bouilloire ou quelque chose comme ça, à une amie. Et l'amie n'a pas capté à ce moment-là qu'effectivement c'était très très euh, anormal. Et Ariel est partie mettre fin à ses jours ensuite. Alors, heureusement, elle a survécu, elle a pu raconter cette histoire. Mais vous voyez que les gens essayent de donner des signaux. Euh, Encore une fois, personne ne veut vraiment mourir. On veut arrêter de mettre fin à ses jours, mais aussi on se donne les chances de continuer à vivre. La personne suicidaire est dans cette ambivalence entre les raisons de vivre et les raisons de mourir. Elle est toujours un peu sur le fil. Et donc, eh bien, certains vont expliquer très bien, vont aller demander de l'aide. Certains vont pas forcément demander de l'aide, mais vont parler de leurs idées suicidaires. D'autres, pour d'autres, ces signaux seront beaucoup plus ambigus et ce seront des signaux faibles finalement et pas toujours facile à repérer, mais il y a souvent des petits signaux qui montrent bien que la personne en souffrance espère quand même de l'aide. Il y a un autre argument intéressant dont on reparlera, c'est que près de 60% des gens qui se sont suicidés avaient consulté dans le mois précédant leur mort un médecin. Alors souvent le médecin généraliste ou étaient passés aux urgences. Donc on peut penser qu'elles étaient déjà en crise suicidaire. Pourquoi aller consulter un médecin? Sinon, peut-être pour se donner quand même une chance
d'être interrogé ou de pouvoir en parler, même si c'est extrêmement difficile de parler de ces idées suicidaires. On reparlera de ça plus tard. Donc oui, il y a des indications, euh, très souvent. Alors, bon, évidemment, il y a des gens aussi qui sont très très discrets et qui, de manière très très active, vont complètement masquer leurs intentions de suicide. Ceux qui en parlent le plus ou qui menacent de se suicider ne le feront pas, elles veulent juste attirer l'attention. C'est faux. Alors évidemment, il y a des gens qui vont menacer de se suicider et qui ne le feront jamais. Évidemment, il y a des gens qui vont en parler beaucoup et qui ne le feront jamais. Mais il y a autant de gens qui vont en parler beaucoup, qui vont menacer de se suicider et qui finiront par le faire. Euh, donc faire le pari que si on en parle beaucoup, si on menace et qu'on ne le fera pas, eh bien c'est prendre un risque très très important. Rappelez-vous, je viens de le dire, les gens ne veulent pas mourir, donc ils vont chercher aussi des moyens de survivre, même si il y a de forces très très importantes pour mourir dans cet état de souffrance, dans cet état de désespoir, le sentiment qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il y a quand même une petite lueur, il y a des choses qui vous rattachent. Alors pour certains, ça va être de parler beaucoup du suicide, pour d'autres, ça va être de menacer de manière très très bruyante. Chacun est différent, va exprimer sa souffrance de manière différente. Et même si certains ne le feront pas, tant mieux pour elles, eh bien, on ne peut pas prendre le risque euh, de- d'attendre de voir ce qui va se passer. Et donc, il faut aider même les personnes qui parlent beaucoup de suicide et même celles qui menacent de se suicider. Alors, elles veulent juste attirer l'attention, oui, bah, tant mieux. On préfère les gens qui veulent attirer l'attention sur leur souffrance plutôt que celles qui gardent pour elles, ne disent rien et meurent en silence. Heureusement que les gens cherchent à attirer l'attention. Alors évidemment, c'est un peu agaçant quand les gens veulent attirer l'attention de manière très très bruyante. On a juste envie qu'elles viennent à notre cabinet en parler tranquillement en consultation. Encore une fois, il faut faire avec ce que sont les gens, avec leurs différences. Et puis certains viennent prendre rendez-vous et demandent de l'aide, et d'autres vont l'exprimer de manière bruyante, et d'autres de manière beaucoup plus silencieuse. Voilà, il faut de tout pour faire un monde, et il faut juste garder en tête que si la personne veut attirer l'attention, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour se poser et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Quand on veut se suicider, on peut toujours. Si on ne meurt pas, c'est qu'on ne le voulait pas vraiment. Alors on entend ça, par exemple, après les tentatives de suicide. Bah, si elle n'est pas morte, c'est qu'elle n'a pas vraiment voulu, elle n'a pas pris la dose de médicaments qu'il fallait. Et puis, pourquoi prendre des médicaments alors qu'il y a plein d'autres moyens de se suicider plus radicaux. Eh bien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens ne veulent pas vraiment mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Ils sont toujours sur un fil entre les raisons de vivre et les raisons de mourir. Alors, s'ils n'ont pas complètement pris la dose pour mourir, bah, tant mieux. Tant mieux. C'est une chance, on va pouvoir. Bon, on aurait aimé que ça se passe autrement, mais on va pouvoir démarrer les soins, on va pouvoir réfléchir, et puis on va pouvoir éviter que ça se reproduise. Bon, gardez en tête qu'une tentative de suicide qui n'a pas mené à la mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas l'intention de mourir, hein. Fort heureusement, beaucoup de gens qui passent à l'acte ne, ne connaissent pas les doses létales, et puis tant mieux, et on ne va pas leur dire. Vous savez, c'est la raison pour laquelle on a interdit dans les années 80 le livre Suicide, mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut rendre le geste difficile. En rendant le geste suicidaire difficile, on sauve des vies. Euh, c'est toute l'explication de la mesure, d'une grande mesure qu'on verra dans le cours dédié, qui consiste à mettre des barrières sur les ponts, à, à agir sur les paquets de médicaments, etc. Donc on verra ça plus en détail. Mais si vous rendez le geste difficile, lorsque la personne a décidé, dans cet effort extrêmement compliqué, de passer à l'acte suicidaire, si elle est empêchée par les circonstances, je vais sauter sur d'un pont et puis il y a des barrières, j'ai pas accès à une arme à feu, finalement c'est compliqué, tous ces médicaments, etc., ou d'avoir accès à ces médicaments, eh bien la personne peut très bien décider de surseoir à son geste. Et ça peut la sauver. Et ça sauve des vies, ça a été montré.
Donc un geste empêché, compliqué, et aussi une tentative de suicide qui a lieu mais qui ne s'est pas fait complètement, eh bien c'est expliqué par le fait, par différentes choses, on vient de le dire, le fait qu'il y ait des raisons de vivre qui vont se battre avec des raisons de mourir, le fait qu'il va y avoir des circonstances qui vont rendre le geste plus difficile, le fait, on en reparlera, que la trajectoire suicidaire, c'est avoir des idées suicidaires en fond, et puis tout à coup de prendre sa décision et de passer à l'acte, c'est le plus souvent comme ça, et que si dans ce moment de grande tension, il y a des choses qui vous en empêchent, eh bien ça peut retomber derrière sans que vous soyez passé à l'acte, ou alors que vous soyez passé à l'acte avec un moyen qui a été insuffisant pour conduire à la mort, et tant mieux. Donc, non, une personne qui veut se suicider ne peut pas toujours, et puis tant mieux. Et il faut qu'on fasse en sorte que tous les gens qui veulent se suicider ne puissent pas. Parler de suicide à quelqu'un peut l'inciter à le faire. Alors ça c'est malheureusement quelque chose qu'on entend beaucoup, et malheureusement qu'on entend aussi dans la bouche de soignants qui se disent si j'en parle, ça va lui donner l'idée. Alors il faut être très très clair, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous n'allez pas. C'est pas parce qu'on parle de suicide là en ce moment que ça va vous donner des idées suicidaires. C'est totalement faux. Si vous n'êtes pas suicidaire, si vous, vous n'aurez pas d'idées suicidaires parce qu'on parle de suicide. C'est faux. Par contre, si vous êtes suicidaire, vous avez plein de raisons, qu'on verra un peu plus tard, de ne pas en parler. Parce que c'est honteux, parce que c'est difficile, parce qu'on a peur des réactions, des réponses, des conséquences de parler de suicide. Alors on peut être face à un soignant, être pris dans ses idées suicidaires et ne pas oser en parler. Et si la personne en face ne vous pose pas la question, vous allez repartir sans en avoir parlé. Donc parler de suicide ne donne pas d'idées suicidaires à quelqu'un qui n'en a pas, mais ça donne la possibilité à quelqu'un qui en a et qui n'ose pas en parler spontanément, de se confier à vous. Et ça, c'est très très important. Donc il faut être vraiment convaincu de cela. Alors on verra plus tard comment amener la question des idées suicidaires. C'est pas très compliqué, c'est pas non plus totalement simple. Il y a quelques petites techniques à acquérir. Mais oui, quelqu'un qui est en difficulté, que vous soyez soignant d'ailleurs, ou que vous soyez un citoyen non soignant et que vous inquiétez pour un ami, un frère, un parent, un voisin, eh bien oui, il faut poser la question des idées suicidaires. Ça se fait, il ne faut pas le faire trop brutalement, encore une fois on verra ça tranquillement un peu plus tard, ensemble, mais n'hésitez pas à le faire. Ça sauve des vies. Le suicide est un problème de pays riches. Donc là aussi, c'est une idée reçue. L'OMS a entrepris, vous le savez peut-être, une grande étude de toute une série de maladies et de conditions médicales. Donc en faire le relevé et calculer les prévalences par pays, par région. Et ça inclut le suicide. Et alors évidemment, les statistiques de suicide sont plus ou moins bonnes selon les pays. Hein. Donc dans certains pays, c'est plus des estimations qu'un compte très très précis. Bon, ceci dit, même dans les pays riches comme la France, c'est un chiffre qui n'est pas totalement précis. Je referme la parenthèse, mais pour dire que si vous regardez et on le verra dans un cours suivant, la carte des prévalences de suicide dans le monde, vous voyez qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas de suicide. Et ce que nous dit l'OMS, c'est qu'il y a 700 000 suicides chaque année dans le monde, et que 80% de ces suicides ont lieu dans les pays à revenus faibles ou modérés. Donc c'est non seulement le suicide n'est pas un problème uniquement de pays riches, mais c'est avant tout un problème de pays pauvres ou pas très riches. C'est la réalité. Si on compte le nombre de suicides, c'est surtout ça a lieu en Chine, en Inde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc.
Malheureusement, si vous voulez, la recherche qui est menée sur le suicide a lieu dans plus de 80% dans les pays riches. Donc il y a une discordance entre une recherche qui est faite sur le suicide dans les pays riches, alors qu'à l'échelle mondiale, le suicide a lieu surtout dans les pays les plus pauvres. Donc on se suicide dans des pays pauvres. L'idée que les gens qui sont pauvres, comme ça, passent au-delà de leur souffrance et que, que nous, dans nos pays riches, on a des petits problèmes qui nous font souffrir beaucoup. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Je vous parlerai sûrement d'une recherche que j'ai menée avec mon ami anthropologue Charles MacDonald aux Philippines, dans une petite vallée isolée au sud de l'île de Palawan. C'est un peuple très très heureux et qui vit très très pauvre. Et bien, il y a des cas de suicide. Et ces cas de suicide sont liés souvent à des situations qui sont les mêmes qu'on rencontre partout dans le monde, c'est-à-dire des séparations conjugales, des deuils, des maladies physiques douloureuses et invalidantes, etc. Tout cela est universel. Le suicide est un problème universel. Et dernière idée reçue, il n'y a rien à faire contre le suicide. J'espère que les cours suivants sur la prévention du suicide vous convaincront du contraire. À bientôt.